Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Portugal. Vous le savez, on vous fait découvrir les 48 nations qui vont disputer la Coupe du Monde 2026 du 11 juin au 19 juillet qui se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada et qui seront évidemment à suivre sur RMC, radio officielle de ce mondial. Aujourd'hui, direction le Portugal avec deux invités, un invité exceptionnel, c'est Costinha, milieu de terrain aux 53 sélections avec le Portugal, ancien joueur de grands clubs, notamment le FC Porto ou encore l'AS Monaco, un club que l'on connaît bien évidemment dans le championnat de France. Il y a joué de 97 à 2001. Il a notamment été champion de France en 2000 avec l'ASM. Il a participé à la Coupe du Monde 2006 où le Portugal avait été battu par la France lors de la demi-finale. Bonjour Costinha, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Karine, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère pouvoir répondre sur mon pays le meilleur possible. On va parler de ce pays également avec Marco Martins qui est journaliste à RFI et spécialiste du Portugal. Merci Marco d'être avec nous. Bonjour Karine, bonjour à tous. Costinha, je voudrais qu'on parle du taulier. T'en as parlé un petit peu, c'est évidemment Cristiano Ronaldo, des chiffres affolants, 143 buts en 226 sélections. Il va participer à sa 6e Coupe du Monde. Il les a toutes faites de 2006 jusqu'à celle qui va arriver cet été. Il a 41 ans. Lors de ses éliminatoires, il a marqué 5 buts pour la Coupe du Monde 2026. On rappelle qu'il a pris également son premier carton rouge en tant que joueur portugais. C'était face à l'Air lors de la défaite 0-2. Costinha, là, on se projette, on est le 17 juin, premier match de la Coupe du Monde. Comment faut-il utiliser Cristiano Ronaldo ? Il a 41 ans. Est-ce que, pour le bien de l'équipe, il ne faudrait pas que ça soit un super sub avec une défense adverse qui serait fatiguée et commencer les matchs avec un autre attaquant ? Mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo sur le banc, ça semble impensable. C'est un peu ça. Je pense que tout le monde a pensé à cette solution du super sub, mais on a peut-être un autre super sub qui s'appelle Gonçalo Ramos. Le joueur du PSG. Voilà. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire tous les matchs, ou pas les 90 minutes. Je pense que lors du dernier Euro, ce qui a manqué, justement, c'est un peu de fraîcheur à Cristiano Ronaldo sur les derniers matchs, parce qu'il a joué à chaque fois 90 minutes. Il a même joué les 120 minutes face à la Slovénie. Donc, on sentait au bout d'un moment qu'il était émoussé. Et même sur le 3e match de la phase de groupe, il n'a même pas été laissé au repos parce que c'est un joueur qui veut jouer tout le temps. Mais je pense que Roberto Martinez devrait quand même de temps en temps le sortir un peu plus tôt. Et si l'équipe est déjà qualifiée au 3e match, eh bien ne pas le faire jouer lors de ce 3e match. En Arabie Saoudite, cette saison, avec l'entraîneur portugais Jorge Jesus, eh bien il ne joue pas ou il n'a pas joué la première phase de la seconde Ligue des Champions. Il y a 2 Ligues des Champions en Asie et il n'a pas joué ces matchs-là. Il a juste joué le championnat. Il a juste disputé le championnat. Donc oui, ça peut être une des solutions, c'est de le laisser titulaire, parce qu'il faut qu'il soit titulaire, il faut, comme l'a dit Costinha, qu'il fasse peur aux défenses. Et on se rappelle tous, lors de la Coupe du Monde 2022, l'entraîneur du Maroc dire « Nous, on a peur de Cristiano Ronaldo ». Et ce jour-là, Fernando Santos décide de titulariser Gonçalo Ramos. Je sais pas, moi, si un entraîneur vous dit « j'ai peur de tel joueur », vous le mettez justement pour l'effrayer. Et ça a peut-être été une petite erreur, en tout cas, de Fernando Santos sur toute sa carrière au sein de cette sélection. Mais Cristiano est évidemment un joueur qu'il faut qu'il soit titulaire obligatoirement, même pour le public. Comme l'a dit Costinha, moi, j'ai vu au Portugal des enfants qui avaient 3, 4, 5 ans aller au stade et ne vouloir voir que Cristiano Ronaldo. S'il n'était pas titulaire, il voulait partir. Il ne voulait même pas voir le reste du match. Donc, il a une importance incroyable. Et beaucoup se disent, qu'est-ce que sera le futur sans lui ? Parce qu'il y a aussi la partie un peu marketing. Vous suivez le podcast After Portugal avec la légende du Portugal, Costinha, et le journaliste Marco Martins d'RFI. On va parler du point fort. Vous avez des talents évidemment immenses au Portugal et il y a notamment un point fort, c'est le milieu de terrain. Costinha, si toi tu étais le sélectionneur du Portugal, quel serait ton milieu de terrain ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options finalement pour Roberto Martinez. Je dirais Vitinha, Neves et Bruno Fernandes. Lequel de Neves ? Je crois que João Neves. Celui du PSG. Donc, du PSG, oui. Pourquoi ? Parce que il a une entente avec Vitinha incroyable. Et quand tu regardes la plupart des grandes nations, quand ils ont gagné des titres, regarde un peu le milieu de terrain. Normalement, il y en a 2 ou 3 qui jouent dans le même club. Et donc, pour l'entraîneur, c'est plus facile à contrôler cette façon de jouer. Il y a quelques mois, je donnais une interview pour un journal anglais, une chaîne anglaise. Ils m'ont demandé pourquoi Portugal il marche bien au milieu et pas l'Angleterre. Et je lui ai dit, quand je jouais
j'ai joué avec Maniche et Deco, on jouait tous les trois à Porto. On a joué pendant beaucoup de temps avec ce milieu. Mais quand tu regardes l'Angleterre, il jouait Lampard, qui joue à Chelsea, et Gérard, qui joue à Liverpool, Scholes, qui joue à Manchester. Quand est-ce qu'ils jouent ensemble, tous les trois? Regarde l'Espagne. Iniesta, Busquets, Xavi. Quand c'est pas Busquets joue Xabi Alonso, mais il y a toujours deux joueurs de Barcelone. Donc, pour moi, c'est important parce que dans le mondial, tu n'as pas le temps de faire les choses, de travailler les choses. Donc, tu dois avoir une base euh, solide. Et le mieux, c'est le cœur d'une équipe. Donc, pour pouvoir avoir une bonne situation de jeu, une maîtrise de jeu, je crois que pour moi, ça, c'est le milieu de terrain plus qualifié. Après, il y a un petit détail, parce qu'il y a un joueur que j'adore, c'est Bernardo Silva, et qui euh, pouvait être aussi lui dans le milieu. Je pense qu'il va jouer sur un côté, il va faire le quatrième milieu pour donner un peu de soucis à l'équipe adverse, et parce qu'on a des joueurs qui jouent sur le latéraux, ils sont aussi offensifs, donc ils sortent un peu de côté pour pouvoir laisser passer soit Cancelo, soit Dalot, le mec qui va jouer à droite. Et donc, mais ce milieu, pour moi, c'est le plus fort. Donc, ils se connaissent bien, donc ils jouent, ils ont une maîtrise de ballon très, très propre. Donc, je crois que c'est important pour Portugal d'avoir ça. Marco, c'est vrai qu'il y a plusieurs options pour Roberto Martinez. Parfois, il joue à 3, parfois, il joue à 4. Dans le milieu de terrain, aujourd'hui, João Neves n'est pas titulaire indiscutable, hein, on le rappelle, avec la sélection. Il est encore très jeune, il a seulement 21 ans. Il y a aussi Ruben Neves. Toi, dans le milieu de terrain, ton taulier, ton homme fort, c'est vraiment le joueur de Manchester United, Bruno Fernandes. Oui, je pense que maintenant, c'est lui qui a pris les rênes de l'équipe. Même quand Cristiano Ronaldo est là, il est quand même dépendant de ce que va faire Bruno Fernandes, parce que c'est lui qui a la passe juste, celui qui va trouver les espaces à chaque fois. On l'a encore vu même sur les matchs amicaux que le Portugal a disputé. Vraiment, c'est lui qui est le chef d'orchestre de cette équipe. Il y a aussi Vitinha, mais je pense que vraiment, celui qui est le taulier, celui qui commande le milieu de terrain, c'est Bruno Fernandes, en collaboration évidemment avec Cristiano Ronaldo. Moi, je le mettrais lui avec Vitinha. Et puis après, le troisième larron, on ne sait pas trop. Ça va dépendre beaucoup. Il y a de la concurrence. Voilà, il y a de la concurrence et puis du système qu'il va utiliser, Roberto Martinez. Comme Costinha l'a dit, c'est vrai que Bernardo Silva, souvent, il est utilisé au milieu de terrain, souvent, il est utilisé côté droit. Mais il a un peu du mal à se faire à ce nouveau système, à s'intégrer à ce nouveau système. Et moi, je suis l'éternel romantique qui aime les deux ailiers portugais. À l'époque, on a eu des Nani, des Ricardo Quaresma, des Cristiano Ronaldo. Et j'aimerais à chaque fois avoir deux ailiers qui aient ce même talent, qui soient bien sur les côtés et pas des joueurs excentrés comme Bernardo Silva. Mais pour moi, Bruno Fernandes est celui qui va dicter le ton vraiment de cette sélection. Peu importe qui il aura à côté de lui, Vitinha c'est sûr, mais ensuite que ce soit João Neves, que ce soit Ruben Neves, une option un peu plus défensive, ou même João Palhinha, également un milieu défensif, peu importe, c'est lui qui va pouvoir dicter un peu vraiment ce que va réussir à faire ce milieu de terrain et apporter à l'attaque. Comme le disait Costinha, le fait d'avoir des joueurs qui jouent dans le même club, c'est évidemment un avantage. On l'a vu également à une époque avec la Mannschaft où tu avais vraiment une ossature du Bayern Munich. Le fait que João Neves soit un excellent joueur et aussi qu'il soit un coéquipier de Vitinha en club, ça peut lui permettre de glaner une place de titulaire qu'il n'a pas encore vraiment au sein de cette Seleção. Au moins, il y a ce feeling qu'ils ont entre eux, évidemment. Mais il y a aussi Nuno Mendes sur le côté gauche. Et Roberto Martinez a aussi tenté l'expérience Luis Enrique, c'est-à-dire mettre João Neves côté droit, dans un faux latéral droit qui montait, qui en fait allait se joindre au milieu de terrain. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Évidemment, comme l'a dit Costinha, plus les joueurs jouent ensemble, mieux c'est. Mais c'est pas en tout cas une garantie que João Neves soit titulaire avec Vitinha. Le point fort donc du Portugal, messieurs, vous m'avez dit, c'est le milieu de terrain. Et on va regarder le programme de la Coupe du Monde du Portugal. Messieurs, ça va commencer le 17 juin. Ça sera face à la RDC qui vient de se qualifier à l'issue des barrages. Puis il y aura l'Ouzbékistan le 23 juin. Et enfin, la Colombie le 28 juin. Quand je vois ses adversaires, Costinha, je me dis, bon, le Portugal sort premier avec 3 victoires. Quand je vois, bon, la Colombie, c'est toujours, c'est une équipe avec, tu vois, tu prends des attaquants, Luis Diaz, Suarez,
c'est lourd, hein. Donc, ils arrêtent pas de bouger, c'est compliqué. Mais je pense que Portugal, il peut gagner tous les matchs. Donc, parce que je crois vraiment à cette équipe portugaise. Donc, euh, aujourd'hui, les compétitions sont un peu plus favorables à les grandes nations parce qu'il y a beaucoup plus de sélections qui vont aller jouer cette compétition, pas comme avant, et moins fort, dans ma opinion. Mais je pense que Portugal doit se qualifier avec 3 victoires. Même si contre la Colombie, je peux donner un match nul, quand même, je donne 3 points pour Portugal. Quel est l'objectif du Portugal ? Une Coupe du Monde réussie pour le Portugal, c'est qu'on rappelle que toi, tu as fait demi-finale, c'était en 2006. Le meilleur résultat, c'est une 3e place pour le Portugal. Selon toi, c'est quoi, à la fin, lorsqu'on tirera le bilan, une Coupe du Monde réussie pour Roberto Martinez et ses joueurs ? Écoute, moi, je suis un peu, je sais pas si je suis un peu ambitieux, mais je pense que Portugal, avec les joueurs qu'il a, il doit jouer pour gagner la Coupe du Monde. Donc, on a des joueurs extraordinaires. Maintenant, il manque peut-être être capable de gérer cette condition d'être favori. Parce que tout le temps, on donne les autres favoris. Et c'est vrai, parce qu'ils ont beaucoup plus de compétitions gagnées, parce qu'ils ont des grands joueurs, mais nous, on a aussi des grands joueurs. Donc, je crois qu'on ne doit pas aller sur le talon à la Coupe du Monde. On doit rester humble, mais avec les joueurs qu'on a, on peut gagner cette compétition. En plus, je pense que dans ce format, une des grandes nations qui peut jouer contre nous, et c'est toujours une bête noire pour nous, même si on a gagné 2016 chez eux, une compétition, on le retrouve en finale, si on passe tous les matchs. Donc, ça va être dur, parce qu'on ne sait pas comment les joueurs ils vont arriver d'ici au fin de mai. Il faut voir le championnat, si tout le monde va arriver comme il faut, parce que souvent il y a un ou autre pépin qui met dehors un joueur important. Mais sinon, il faut arrêter de dire... On a eu Cristiano Ronaldo dans son prime, et on n'était jamais favori. Et les autres qui n'avaient pas un Cristiano Ronaldo, ils étaient favoris. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si on a Ronaldo, c'était un des meilleurs joueurs du monde, 2016, 15, 14, 13, et on était toujours dehors. Et les autres qui n'avaient pas ces joueurs, ils sont toujours favoris. Donc, quand Marco, avant, il parlait qu'on joue un petit peu comme pour lui dans la sélection, et comme il joue l'Argentine pour Messi. C'est pas la même chose. Tout le monde joue pour Messi. Donc, et ça ne va pas dire que c'est pas un excellent joueur. Du coup, j'adore la forme comme il joue. Mon idole, c'est Maradona. Donc, imaginez-vous, quand je regarde Messi, c'est pas le même, mais il est prêt. Pour moi, il manque encore quelque chose, mais il est prêt. Et donc, mais quand tu as des joueurs comme ça, il faut en profiter de ces joueurs. Donc, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus âgés, mais ils ont toujours la force, ils ont toujours cette faim de pouvoir démontrer aux jeunes. Parce qu'à 41 ans, il n'a pas besoin de démontrer à personne sa qualité. Et du coup, il veut toujours, tous les jours, être le mieux. Quand tu as des joueurs avec 20 ans, 21 ans, 23, 25, tu lui dis de faire les choses comme il doit faire pour être bon, et ils ne veulent pas savoir. Et un mec comme 41 ans, il se donne à fond, il n'a pas besoin, parce que de l'argent, il n'a pas besoin, des titres, il n'en a pas besoin, même s'il a besoin de ce championnat du monde, que c'est le seul titre qu'il reste gagné. Ça reste un modèle. En un mot, Marco, quel est l'objectif du Portugal pour cette Coupe du Monde ? Le titre, il n'y a rien d'autre. Eh ben, ça serait la première Coupe du Monde gagnée par le Portugal. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Costinha. Et un grand merci aussi à Clara Courbis, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu t'avoir comme invité. Donc merci beaucoup. Belle Coupe du Monde au Portugal. Belle Coupe du Monde à tous les deux. Et puis vous le savez, vous continuez à découvrir les numéros qui sont consacrés aux différentes nations qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Merci à tous.